What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. Votre boy J7. Votre boy le podcast. So, on est de retour. Yes. Épisode numéro 103. 103. Yeah man, pour tous ceux qui nous regardent, vous voyez qu'on n'est pas au Hidden Showroom habituel, mais big shout out au Hidden Showroom et bien sûr big shout out à l'espace Coworking Campus qui nous prête leur bureau. You already know. Yeah man, pour tous ceux qui connaissent Smoke Signals, on leur voit un big shout out parce qu'on est toujours dans l'ambiance Smoke Signals, canne s'attaquer. Allez les suivre sur tous les réseaux. You already know how we do, man. Big shout out la famille Smoke Signals for life. Yes sir. Aujourd'hui, man, vous savez déjà, toujours au podcast, on a des invités de marque, people that make a difference dans la game. Puis aujourd'hui, on est allé un peu différents vibes. On est allé avec un expert en blockchain, un expert en actifs numériques, un hip-hop connoisseur, you know what I mean? Puis il va nous parler de comment le monde technologique affecte la game, comment la game affecte ça, toutes ces affaires-là. Je parle du seul et unique Amin, the showman in the building. What up, bro? Yo, what's up? Qu'est-ce qui se passe, man? Bienvenue à l'émission, man. Merci. Hey, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Yo, ça fait plaisir, bro. Je pense qu'on va parler surtout d'un sujet qui a frappé de plein fouet l'industrie de la musique. Yeah. Yeah man, moi je suis content parce que bro, t'as une manière d'expliquer le sujet. Ouais. C'est beaucoup de talk qu'il y a en ce moment. Les gens comprennent pas beaucoup ce qui se passe. Puis, Même moi, bro, je comprenais Yeah. pas trop. Puis après avoir eu la conversation avec toi, j'étais comme, OK, I get it, I see Yeah. how. Puis c'est pour ça que c'est une bonne conversation à avoir, you know what I mean? Exactement. Puis moi j'ai fait l'acquisition d'un NFT pour la première fois. C'est quand Booba a drop son NFT. On en parlera un peu plus tard. Puis c'est là que Amin et moi, on a eu nos premières conversations et je voyais que le gars était vraiment sérieux dessus. Et je lui ai demandé de faire son background un peu, tu sais, pour qu'on Yeah, fasse for sure. une mise à jour de nos connexions. Et Amin, comment tu te décrirais? Comment tu ferais ta présentation? Sure. Donc, moi, ça fait 8 ans que je me concentre sur tout ce qui est blockchain, actifs numériques. Sur les 4 années et demie qui viennent de passer, moi, je travaillais à temps plein à titre de conseiller en management. Je travaillais pour le bureau de Deloitte à Montréal. OK. Donc, c'était via cette compagnie où est-ce que j'ai été en mesure de pouvoir explorer d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue technologique, comment que les actifs numériques étaient utilisés, comment que la technologie blockchain était utilisée. Quand tu dis actif numérique, c'est NFT, comme pour les gens... Ouais, en Ok. fait, merci pour la distinction. Puis je pense que dans l'ensemble de la conversation, je vais essayer de le garder au niveau pour pas trop perdre l'audience. Mais Ouais. quand on parle d'actifs numériques, oui, on parle de cryptocurrencies. OK. Et les NFTs, c'est une forme de cryptocurrencies. Donc, c'est dans la famille des actifs numériques. OK. Puis toi, tu es un spécialiste là-dedans. Puis comme, tu sais, on voit beaucoup dans le monde de la musique, dans le hip-hop, tout le monde en parle, tout le monde... Puis là, il commence à avoir des artistes qui mettent ça dans les roll-outs de leur album, tu sais. Puis toi, étant un hip-hop guy, tu as grandi sur ça, right? Tu sais, parle-moi de comment tu vois cette connexion entre l'industrie et ce monde-là. C'est une bonne question, en fait. Moi, je pense que ça a pris du temps avant que la technologie soit comme appliquée à tout ce qui était entertainment, tout ce qui était musique, sport, etc. C'est sûr et certain qu'au début, quand on parlait de blockchain, d'actifs numériques, on parlait surtout de l'aspect investissement, de l'aspect spéculatif, etc. Sur la dernière année et demie, puis ça, je l'ai vu, tu sais, j'ai eu la chance d'être vraiment sur le forefront de la transition à cause que moi, je remarquais au niveau de la différence de c'est qui tes clients, c'est quoi qu'ils recherchent comme information. Et puis, le shift qui a été, selon moi, le plus drastique dans l'année 2020-2021, ça a été surtout la portée des NFTs et ce type d'actifs numériques qui sont très, très applicables dans l'industrie du entertainment. Pourquoi? Parce que ça peut être utilisé à différentes sources. On aura la chance de pouvoir passer au travers de différents exemples, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la relation avec l'industrie de la musique, c'est surtout fait via les NFTs. OK. Puis, donc, toi, c'est quoi ton daily job avec, disons, vite fait, pour les gens qui veulent savoir c'est quoi que tu fais vraiment comme... Là, on parle
tu as des clients? C'est quoi que tu fais là? Consultant en management, c'est assez large en fait. C'est des entreprises, en fait, ils vont avoir soit des idées, soit des problématiques qui vont être associées à soit un contexte d'affaires ou à une technologie spécifique. Donc, ce qui peut arriver, en fait, moi personnellement, dans mon cas, ça peut être une entreprise X qui appelle, soit à cause qu'ils veulent commencer à utiliser les actifs numériques ou bien à cause qu'ils ont déjà une idée en tête puis ils veulent essayer de la vet en disant est-ce que ça fait du sens? Puis, pour le faire en parallèle, je te dirais que sur la dernière année et demie, j'ai travaillé avec beaucoup d'organisations dans le sport, beaucoup d'organisations dans l'entertainment. Je travaillais NHL, NBA, NFL, dans la musique, Universal Music, Warner. Tu as aussi des fournisseurs de technologie qui viennent appliquer leur technologie à une industrie spécifique, donc Dapper Labs, Chili's, etc. Ça, c'est toutes des entreprises qui se sont dit, nous, on a une plateforme et si on est pour choisir un angle sur comment on veut appliquer cette plateforme-là, on peut utiliser soit les cryptos, soit les NFT pour atteindre nos objectifs. Fait que les cryptos puis les NFT, c'est goes hand in hand, genre les deux choses. C'est ça un peu ma prochaine question. C'est quoi un peu les misleading, c'est quoi les mauvaises idées, c'est quoi que les gens comprennent pas le plus souvent quand les misconceptions. Exactement. Ouais. So, from the get-go, c'est vrai de dire qu'un NFT est un cryptocurrency, mais c'est pas toutes les cryptocurrencies qui sont des NFTs. Puis c'est la seule mention que je veux vous faire, où est-ce que je vais amener ça plus dans le technique. OK. Mais je vous promets, je ne veux pas vous perdre pour la suite. Parce que moi, je te dis, Smoke Signals est dans la maison en ce moment. Faut que tu me break down les affaires. C'est bon. Donc, en gros, un cryptocurrency ou bien une monnaie virtuelle, c'est surtout destiné à permettre à son utilisateur de pouvoir transmettre des fonds n'importe où dans le monde sans nécessairement utiliser un intermédiaire d'individu à un individu rapidement avec un coût qui est assez négligeable. C'est ça, c'est pas centralisé. C'est ça. OK. Mais moi, quand je pense à NFT, yes. Je pense à genre la photo du monkey, là, comme une photo qui a vendu pour je sais pas combien, puis des affaires comme ça. Fait que c'est-tu juste un peu comme des œuvres ou parce que là, tu dis que le NFT, c'est un cryptocurrency. C'est ça. C'est là la distinction que j'allais te donner. Okay. C'est que le NFT va différer d'une crypto-monnaie traditionnelle de par son caractère. Puis tu vois, le F dans NFT, c'est pour fungible. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un cryptocurrency, tu peux le segmenter en plus petites parties. Un NFT, tu peux pas. C'est un de ses attributs, en fait, qui le force à rester dans un tout. C'est unique, genre. Exact. OK. C'était ça le prochain pendant. C'est que dans un sens, on peut pas... It's not fungible, donc tu peux pas le segmenter. Mais c'est aussi unique. Pourquoi? Parce qu'il y a des caractères qui sont attribuables uniquement au code qui est utilisé pour un NFT. Puis c'est le seul segment que je vais te faire habituellement pour un cryptocurrency public Ethereum, ERC20. Tu peux le segmenter, tu peux le couper. Un Ether est égal à un autre Ether, that's it. Un NFT, ERC721. Et puis, ça fait en sorte qu'on ne peut pas le couper. Et les attributs qui sont associés à ce NFT-là sont déterminés comme étant des attributs qui sont uniques. Via ces attributs-là, le fait que tu ne peux pas le couper, tu ne peux pas le copier, etc., ça permet aussi de véhiculer un certificat d'ownership qui est associé avec ce NFT-là. Donc, tu vois, les images que tu vois souvent, que ce soit un CryptoPunk, un Bored Ape ou n'importe quel autre projet, ils vont être... présumé comme étant unique, évidemment. On ne peut pas le couper en deux. Là. Tu ne peux pas avoir une moitié de volée. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui est transmis en arrière de ça, c'est un certificat de propriété qui appartient uniquement au propriétaire du NFT. Donc, tu peux avoir un vrai case de dire, moi, je suis le seul propriétaire de ce NFT-là. Tout le monde peut avoir des photocopies, mais personne n'a l'original. C'est ça. Puis le bel exemple que je donne habituellement quand quelqu'un me dit, mais là, il n'y a rien qui m'empêche de prendre un screenshot puis de l'avoir dans mon cell. Je suis d'accord. Par contre, quelqu'un qui achète un NFT, qui est propriétaire de ce NFT, peut choisir de faire ce qu'il veut avec, mais surtout, peut choisir de s'en disposer et peut choisir de le vendre, à la différence de quelqu'un qui fait juste prendre un screenshot puis qui a l'image. Donc, c'est sûr et certain que si tu es intéressé, puis je vais te donner un exemple, là, genre ça, mon fond d'écran, c'est un NFT.
Il coûte 7 millions, là, je te promets, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je trouvais l'image jolie, donc je l'utilise comme fond d'écran. OK, mais comment... OK. Mais... Tu m'amènes à une bonne question. Il vaut 7 millions, ce NFT que tu as en screenshot sur ton téléphone. Ouais. Qu'est-ce qui le fait valoir 7 millions de dollars? Ah, c'est la question qui tue. Donc, tout le temps, puis c'est la règle de base dans n'importe quoi qui régit les relations des humains. La valeur, elle est attribuable à ce que le marché est prêt à valoriser ce NFT pour. Et puis, c'est sûr et certain que... Ouais, mais Vas-y. Moi, je vais juste dire que sur les derniers mois, où est-ce que tu vois vraiment beaucoup d'engouement dans cette industrie-là, où est-ce que tu vois des NFT random qui prennent des proportions puis des valeurs très, très, très élevées, c'est surtout attribuable au fait qu'il y a un effet de rareté de un, il y a un effet de hype. Puis je dis pas hype d'un point de vue négatif. C'est vraiment juste à cause que quand quelque chose est vraiment, vraiment centric et que on en parle constamment, c'est quelque chose qui va être attribuable comme étant très, très hyped. Yeah. Et puis, ça vient ajouter de la valeur puisqu'il y a plusieurs personnes qui en parlent et qui lui accordent une importance. Après ça repose à l'individu qui dépense pour l'obtenir de venir déterminer si ça vaut ou pas la peine, right? On est en train de parler d'art, ce qui est toute une question de comme on est en train de parler en ce moment. Et nous, on parle musique. Yes. Donc, les gens qui sont musiciens en ce moment, puis qui voient cette tendance arriver, si c'est une tendance, est-ce qu'ils ont raison de s'intéresser? Je pense qu'ils ont raison de s'intéresser. Ce que j'ai pas dit au niveau des NFT, c'est que oui, il y a des certificats de propriété, le fait que le contrat n'est pas nécessairement fungible ou segmentable. Tu peux aussi choisir le format que ton NFT prend. C'est sûr et certain que ceux qu'on voit souvent, c'est des formats visuels de type image ou de type art ou de type design qui est uniquement associé à ce jeton spécifiquement. Par contre, il n'y a pas de limitation au niveau du format que ce NFT peut prendre. Le NFT peut, en théorie, transmettre du contenu audio, du contenu vidéo. Je peux mettre un PDF qui serait uniquement accessible aux propriétaires d'un NFT. Je peux mettre un espèce de recording de ma voix en train de dire plein de niaiseries qui serait associé à un NFT et qui serait uniquement accessible aux propriétaires. C'est intéressant ça, parce que ça me fait penser à l'album de Wu-Tang qui avait sorti il y a comme, je sais pas, 5 ans, or whatever it is, Once Upon a Time in Shaolin. C'est un album qu'ils ont sorti, une copie. Ils ont fait un auction, je pense qu'elle l'a vendu pour 2 millions, quelque chose comme ça. Hein? Après, qui l'a eu, Skrelly, toutes ces histoires-là, c'est une autre affaire. Mais comme le gars, il aurait pu le mettre online, il aurait pu faire ce qu'il veut, mais c'est lui qui a la copie originale. Ça me fait penser un peu qu'est-ce que tu parles par rapport au NFT, non? C'est similaire, right? Les attributs, ils se ressemblent, je suis d'accord. Est-ce que l'album, c'est un recording physique ou c'est genre sur un USB drive? Physique. Okay. It's a CD, une belle boîte, une belle présentation, mais comme... C'est définitivement un collectible item. Ouais, ça me fait penser à ce que tu dis. C'est comme le Mona Lisa, genre la peinture. Comme tout le monde en a des répliques, mais comme il y en a une originale. Mais après ça, le master, il appartient à qui? C'est ça. Ben, c'est ça que je veux dire. Tu sais, comme l'album Wu-Tang, c'est lui qui l'a acheté, qui peut le remettre puis le revendre pour 5 millions. C'est ça, mais lui, il ne possède pas. Il n'y a aucun moyen. Il possède la physique. Mais il ne possède pas la musique. C'est ça, c'est les rights qui viendraient définir. Parce que si, par exemple, cet individu-là le prend et le met sur Spotify, s'il ne se fait pas poursuivre par Wu-Tang... Mais peut-être qu'il... OK, ça, je ne sais pas s'ils own les rights, les chansons. OK, ça, c'est une bonne question. Pas. Ouais, il y aurait en fait une importance à accorder sur qui possède ou pas les droits qui sont associés à l'œuvre. Parce que ultimement, c'est une grosse différence, à savoir, est-ce que c'est un collectible items ou bien c'est vraiment juste une version qui a été faite? Non, c'est un collectible. Un seul format. C'est un collectible, puis qui ont dit qu'ils faisaient une coupe. En tout cas, moi, ça m'a fait penser au concept des NFT. C'est comme... Moi, l'exemple auquel je pense, peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent savent, on a un Nas Lover here avec J7. Yeah. Et... comment ça s'appelle? Nas a sorti un concept de NFT. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, peut-être mettre ça en perspective pour G7?
Et moi aussi, bien sûr, et tout le monde qui nous écoute. Non, mais c'est cool, je connais bien en fait parce que j'ai participé au job. Oh shit, OK. Ouais, donc, grosso modo, comment ça avait fonctionné, c'est que NAS, avec la plateforme Royal.io, OK. a rendu disponible à la vente 2 tracks spécifiques. Et c'est Les Ultra Black. droits sur la chanson, genre. Yes. OK, dope. Donc, lui, dans le format qu'il a choisi de lancer, puis il y a un des tracks, c'est Ultra Black, puis l'autre, c'est Super Rare, je pense. Ouais, Rare. Rare. Yeah. Super Rare, c'est la plateforme de NFT, c'est pour ça que j'ai OK. Rare, c'est un gros Donc, track. c'est Rare, c'est un gros Ouais. track. Ouais. Et oui, il y avait des prix très différents entre les 2 tracks. Puis là, je t'explique un petit peu la mécanique de comment que ça avait été fait. Lui voulait préserver 50% du ownership qui était associé à ces 2 tracks. OK. Le 50% qui restait, il l'a revendu à son fanbase sur le format d'un NFT. Donc, comment que ça fonctionnait? Puis si on peut prendre juste Ultra Black, par exemple, il y avait 3 formats à 3 prix différents avec 3 pourcentages qui sont différents. OK. Right? Donc, tu avais le choix. Je pense que le premier était 90 $. Le deuxième était 500. Ouais, 500. Rare était à 500. Et le troisième format, qui était comme le Diamond Package, était entre 5000 et 10, je ne me rappelle plus. Il y avait un gros OK. écart. Fait que si tu payes 5000 $ pour la track que tu as dit Ultra Black, combien de pourcentage que tu as? C'est assez significatif si on comprend que c'est du royalties qui est associé au streaming. Oui, exact. Et puis, je pense... C'est comme il donne une partie de ses droits d'auteur, basically. Okay. C'est exactement ça. Et entre les différents packages, ça range entre 0.010 jusqu'à, je pense, l'équivalent de 0.1%, quelque chose comme ça. C'est intéressant, ça. Donc, avec un format qui se veut plus axé sur redonner à son fanbase ou bien être en mesure de pouvoir donner... Yes, il vient de le sortir. Rare. Mm-hmm. Ouais. 1,5%, Yes. le Diamond. À 10 000 $. Yes. 10 000 $, tu as Ça, c'est pour 1,5% Rare. des droits Ouais, d'auteur. Shit. 2 VIP concert tickets, exclusive signed vinyl, Ah, OK. Donc, tu as un package. Okay. Je pense que tu as même un appel vidéo avec Hit Boy. conversation avec Hit Boy, Ouais. all gold and platinum perks. Yes. OK. Fait que ça, dans le fond, tu as 1,5% de la chanson, mais tu as plein de perks qui viennent avec. T'as plein de fait que si tu perks. es un gros Nas fan, tu vas faire ça, genre. Il y en avait 10 de ceux-là. Mhm. Interesting. Évidemment, puisque... That sounds like a good hustle to me, man. Parce que à la fin, si tu sors de ça, tu as juste 1,5% des droits d'auteur, realistically, tu vas pas faire du gros bread là-dessus. C'est plus un fan thing. Fan thing. C'est ce que je veux dire? Moi, je les avais pris 100% juste à cause que c'est as a fan and because I want to co-sign l'industrie, le mouvement, etc. Par contre, je pense que... Puis on enlève la conversation par rapport au retour financier. Ouais. Après ça, c'est sûr et certain, dans le cas d'un gars comme Nas, qui est très bien établi, etc., il peut y avoir des précédents qui sont associés à son book. Mais je veux dire, en quelque part, il y a de la conversation business pour venir déterminer quel était le prix qu'ils voulaient. Non, évidemment, là, c'est sûr qu'ils ont calculé tout ça, puis comment la valeur, mais c'est intéressant de voir comment que ils peuvent utiliser ces technologies-là puis flip ça comme dans des packages. Puis en même temps, dans un sens, ça engage tes fans, right? Comme tu as dit, absolument. As a fan, quand tu t'achètes ça, c'est comme tu fais partie un peu d'avoir sorti cet album-là ou ce projet-là, tu sais. Ouais, exact. Cool. Puis je pense que tu as mentionné quelque chose d'important par rapport au nombre limité de NFTs. C'est que, encore une fois, puisque toi, tu veux contrôler un petit peu la distribution, tu veux aussi contrôler ce que ça rapporte, évidemment, mais tu veux t'assurer qu'il y a un certain niveau de rareté pour créer de l'engouement au niveau de ces NFTs-là. Mm-hmm. C'est sûr et certain que s'il y arrivait et il disait, il y en a infini, de un, tu ne peux pas offrir un pourcentage qui est conséquent au holder du NFT, mais en parallèle, ça vient retirer un petit élément de hype qui est important quand on en parle. Et puis,
Le fait que ça soit... Tu sais, qu'est-ce que ça me rappelle, ça? Ça me rappelle les places limitées sur le Patreon du podcast. Fait que tout le monde qui regarde l'émission, allez vous abonner au Patreon. Il y a des places limitées, des tiers différents. Exactement. Et même pour en profiter dans tout ce line-up-là, on a une très, très belle bouteille qui bouge pas ici. Oh! Yes, Vous savez déjà, vous man. voyez déjà, man, sponsor officiel. Big shout out au rhum Rosemont. Man, aujourd'hui, on a le rhum épicé, Spice Rum. Delicious, I might say. C'est un rhum qui est distillé ici à Montréal et c'est distillé comme du cognac, you know what I mean? So it's high quality stuff we got here au podcast, man. Big shout out Distillerie de Montréal. Big shout out rhum Rosemont. Allez chercher ça au SAQ. Yeah, man. Et c'est pour produit toi en plus. local. Oh, oui. Thanks. By the way, c'est ta this is for bouteille, you. ça. Ouais, c'est ta bouteille, bro. Thanks, shout out. Ouais. Yeah, man. On gardera ça pour le après-talk. Ouais, ça c'est peut-être pour le Patreon, on va peut-être le cracker, on sait pas qu'est-ce qu'il va se dire, tu sais, mais c'est intéressant qu'est-ce qu'on parle parce que moi je trouve que c'est juste une façon de plus, tu sais, par rapport pour les artistes, c'est comme juste un autre lane pour faire de l'argent, c'est comme un autre lane intéressant qui peut être profitable. Là, tu sais. Tu vends des parties de tes chansons, tu vends des packages, là, ça devient intéressant. Là, Mais moi, je me demande même comment l'industrie est en train de réagir à ça. Toi, en tant que professionnel, est-ce que tu as des feedbacks? C'est comment en ce moment? Massif. Écoute, je pense il y a définitivement une distinction entre l'objectif de pourquoi qu'on voudrait faire ça. Par exemple, les athlètes, souvent, c'est pour du branding, c'est pour de l'image, etc. Monétiser l'image, monétiser le fanbase. Au niveau de l'industrie musicale, c'est un petit peu différent. C'est sûr et certain, on garde tous les composants qu'on connaît, le branding, marketing, connecté avec son fanbase, etc. Par contre, il y a certains sous-secteurs dans l'industrie qui risquent d'être affectés de manière beaucoup plus drastique sur l'avenue de ces nouvelles technologies-là. OK, ouais. Ben c'est comme, ça me fait penser à Tory Lanez. Exact. Tory Lanez, il a eu son histoire avec Meg Thee Stallion, ça a fait comme beaucoup de drama pour lui, puis il y a beaucoup de monde qui disent qu'il s'est comme banni de l'industrie, ils ont essayé de le cancel, il sort des projets, tu le sais pas sur les front pages nulle part, tu sais ce que je veux dire? Fait qu'il a sorti je pense qu'il a sorti un album, ouais. Ouais, c'est un album. As an NFT, right? Puis moi, je me rappelle juste que le post, il avait fait un post comme tout de suite après, comme 5 minutes après qu'il a sorti. Puis comme, yo, j'ai tout vendu, I made $1 million. Comme, un peu en disant comme, yo, j'ai pas besoin de l'industrie. Tu sais. Fait que c'est-tu une façon vraiment que l'artiste, il peut genre skip les labels, tout ça? Ou il faut-tu être plus établi? Like, how does that work? Dans le cas de Tory Lanez, puis c'était When It's Dark, je pense. Oui. C'est vrai qu'il l'a vendu. C'est vrai qu'il l'a sold out. C'est vrai que dans le format qu'il a utilisé, ça lui a permis de pouvoir avoir accès à son marché en utilisant une alternative à ses médiums d'habitude. Ouais. C'est un artiste qui est signé, il a sa maison, etc. Il doit passer par une formule qui est plus traditionnelle. Puis là, il ne l'a pas fait. Puis j'étais personnellement assez surpris que ça soit arrivé aussi vite parce que c'est vrai qu'il a sold out. Ça fait juste prouver en fait qu'il y avait un fanbase qui était suffisamment gros pour venir absorber son nouveau offer. C'est tellement smart. C'est un gros move qu'il a fait. C'est très smart venant de lui dans les circonstances dans lesquelles il était, etc. Après ça, c'est sûr et certain qu'il y a des petits... Moi j'ai essayé de look it up for myself sur la mécanique qui avait été utilisée. Je pense que c'était surtout destiné à des fans de Tory Lanez qui voulaient avoir accès à sa musique, etc. Je pense pas que c'est un jeton qui était destiné à apprécier dans le temps, à moins qu'on me dise que When It's Dark n'est pas sur... Ben, on sait jamais, man. S'il retire des plateformes, puis le seul moyen d'y accéder, c'est knock via on wood, NFT. quelque chose arrive à Tory Lanez. Est-ce que le NFT que tu as acheté, la valeur doit monter? Comme, ça doit être des affaires comme ça, right? Ben, comme tout peut... Je veux dire... C'est ça. Puis ça, c'était un exemple que je voulais mettre en parallèle. C'est que c'est sûr et certain que si When It's Dark est disponible gratuitement sur les autres plateformes, ben, tu n'as pas nécessairement d'apport à utiliser le NFT pour y accéder. Non, exact. Si c'est une exclusivité, c'est sûr et certain que ça vient agrémenter un petit peu ce niveau d'offre-là. Puis rien l'arrête de dire que, OK, à partir de maintenant, c'est plus disponible nulle part, sauf ceux qui ont le NFT. Sauf que, c'est ce que je veux dire. Fait que s'il fait un move comme ça, j'imagine que la valeur de ton NFT va monter, right? Ouais. Là, OK. Puis là, ma question après ça, c'est comment tu cash out? J'ai le NFT Tory Lanez, quelque chose. Tu sais, whatever. Something happens, boom.
le NFT, il monte. Là, la valeur, elle vient de doubler, tripler, quadrupler. Ouais. Pour Comment tous ceux qui écoutent, faites très attention avec tous les investissements que vous Oui, vous on faites. n'est pas des financial advisors, Yes. on est juste des gars qui talk shit. Mais, comme, tu sais, exemple, moi, je veux vendre le NFT de Tory Lanez que j'ai acheté. C'est-tu facile? C'est une transaction? Boum, mon argent est dans mon compte? Oui. Ça dépend c'est quoi la plateforme qui a été utilisée par l'artiste, right, pour déployer le NFT. Des fois, ça peut être... comme Nas, par exemple, ça reste dans la plateforme de Royal. Évidemment, c'est une plateforme qui a un pendant sur les plus grosses plateformes de NFT qu'on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un pendant? Qui a un équivalent, dans le sens où c'est interplateforme. OK. Où est-ce que tu pourrais prendre d'une plateforme A puis revendre dans la plateforme B. OK. Puis c'est une mention importante, en fait. Pour ceux qui nous écoutent, là, c'est là où est-ce que les scams se passent. Donc, il faut être prudent dans la manière que c'est déployé. Puis, il faut s'assurer que si c'est le NFT de Tory Lanez, par exemple, qu'il soit bel et bien accessible sur les autres plateformes. Donc, de ne pas aller rentrer sur Google puis dire « Ah, mais je vais avoir accès à ce NFT-là. » Puis, il y a une plateforme random qui va te laisser faire la transaction, mais qui, au final, est un scam. Donc, pour répondre à ta... Ça, c'est un autre gros business parallèle qui doit se passer dans cette industrie. Exact. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a certaines plateformes qui sont plus connues, plus communes. Ouais. Habituellement, ça se passe dans un univers sur la chaîne Ethereum, donc via Ether. Habituellement, c'est sur les marketplaces qu'on connaît, là, les OpenSeas, les Royal, les Power, etc. Ça va être des plateformes qui te permettent d'accéder ou de vendre ces NFT-là. Un des exemples au niveau du contenu exclusif, puis c'est juste pour faire le parallèle avec ce que Tory Lanez avait fait, c'était dans le cas de El Grande Toto, qui a fait son lancement de NFT. Ce qui est certain, c'est que pour cet artiste-là, qui a un fanbase, c'est un artiste qui est faussement émergent, El Grande Toto, qui a eu une année incroyable sur les derniers 12 à 18 mois, a lancé son NFT avec un track qui est exclusif. Donc, ce track-là ne va pas se retrouver ni sur un album, ni sur un mixtape, ni sur YouTube. Et pourquoi? Parce qu'il est protégé via les droits d'auteur de l'artiste. Donc, si demain, même si tu es un NFT holder et que tu le mets sur YouTube, tu vas te faire shutdown puisque tu n'as pas les droits qui sont associés au track. Okay. Les droits qui te sont accordés via le NFT, c'est le droit d'accéder au track pour l'écouter. Tu vois la distinction? C'est assez différent. Donc, ça ne te permet pas de le monétiser. Ça te permet d'y accéder si tu as envie d'y accéder. Et ça, à l'occurrence, si par exemple, Toto explose puis devient un artiste encore plus grand qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des tracks exclusifs, même en y accès, et même si ça ne te rapporte pas de hold ce NFT-là, pourrait potentiellement valoir plus dans le futur. Il peut monter en valeur. Puisque on estime que son fanbase devrait augmenter, etc. Est-ce qu'une fois que tu as créé un NFT, est-ce que tu peux le changer après ça ou ça reste de même? Façon de dire, je décide, je pars un truc, je dis, hey, moi j'ai envie de rajouter ça ou de le changer. Est-ce que c'est faisable? C'est une bonne question. Donc, pas un NFT statique de type collector's item. OK. Là, je sais, là, ceux qui sont plus connaissants qui nous écoutent, ils vont être comme ouais, mais Bored Ape Yacht Club, il y a la potion que tu peux prendre qui change ton NFT. Un mutant là. Sauf que ce qui arrive quand tu as un Bored Ape là, dans ton MetaMask, dans ton téléphone, si tu l'appliques en fait, tu vas avoir l'équivalent des deux. Là. C'est sûr et certain, tu peux pas les monétiser les deux. Là. Tu peux pas avoir. Tu crées pas un nouveau NFT, sauf que un NFT qui reçoit des attributs qui sont différents de celui initial va être considéré comme étant un autre un nouveau. Actif. Ouais, c'est un nouvel actif. Pour du contenu vidéo, il devrait y avoir des fonctionnalités d'edit. Par contre, c'est plus dans les fonctionnalités du jeton technologique. Là. Ouais. Mais il y a une affaire que je me demandais, moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? C'est que des fois, on parle beaucoup de own son master. Ouais. C'est ça c'est comme un master. Quand et ensuite, moi, une affaire que je me suis demandé, c'est pour own un vidéoclip. Il y en a qui me disaient des fois, t'as pas besoin de own le clip, c'est juste un outil de truc de façon de dire de promotion. Donc, l'artiste, il est soit subventionné, soit signé en maison de disque et tout. Le vidéo, il ne le own pas. C'est un clip de lui
Non, but he doesn't own it. C'est la compagnie de disques qui le own, je pense. Parce Exactement. Que c'est eux qui le So, produisent. est-ce que maintenant, peut-être avec les NFT, un artiste sort un clip ou même un réalisateur maintenant fait des clips, est-ce que ça a une valeur? Je pense, côté vidéo, il pourrait y avoir des limitations, surtout à cause du size que ça peut avoir, du niveau de qualité que tu veux, etc. Par contre, au niveau du ownership, au niveau du master, quote unquote, il n'y a rien qui l'empêche à la place d'être, parce qu'actuellement, en 2022, le standard, ça serait un contrat en papier qui serait signé, artiste, son agent, maison de disque, whatever, producer. Il serait possible de faire un équivalent virtuel sous la forme d'un NFT où est-ce que les rights et le ownership soient déjà clarifiés. Yeah, c'est deep, man. C'est fou comment que tout peut être monétisé. Comme c'est genre, je te vends une partie de mon clip, un pourcentage de mon... Tu sais, puis on parlait de Tory Lanez, tu sais, que lui, il a comme un peu skip l'industrie pour faire ça. Est-ce que tu penses... Parce que, tu sais, je me rappelle dans le temps quand que les MP3, tout ça, ça a sorti, puis tu sais, ça a comme shake up l'industrie de la musique. Puis tout le monde pensait, c'était comme, man, it's done for the labels. Yeah. Mais ils sont ajustés à l'industrie dans un sens, tu sais. Ouais. Puis est-ce que tu penses que ils sont en train... J'imagine, si tu travailles avec des Universal, des Warner, des affaires comme ça, j'imagine que eux, ils s'y intéressent puis ils vont s'adapter. Comme ça va être plus difficile pour un artiste indépendant comme que c'est maintenant, ou how's it gonna be, tu sais? Moi, je pense le contraire. C'est ça, hein? Ouais, je pense le fait que ça devient tellement accessible, ces outils technologiques deviennent tellement faciles d'accès, and bear with me, mais tu sais, la génération qui est les mains dedans, qui, oui, sont des artistes ou c'est des gens qui sont dans le milieu artistique, assez souvent sont assez connaissantes des outils technologiques, puis des percées, puis des avancées. Une des raisons pourquoi il y avait des limitations, c'était surtout au niveau du power shift qui existe entre les grosses maisons, la grosse structure qui te permet habituellement de venir monétiser ton craft. Ouais. Maintenant, en utilisant des outils technologiques, tu as accès à plus d'opportunités pour le monétiser. Un petit peu comme, OK, SoundCloud et Spotify versus être dans les shelves. Oui, mais dans un sens que, tu sais, exemple, un artiste signe à un label. Ouais. Ils signent, ils font un deal, tout ça, mais dans ce deal-là, les labels vont sûrement rentrer que genre tes NFT, c'est nous qui les... Tu sais, comme qui ça nous devrait faire partie d'un c'est ce que je contrat veux dire. moderne. Comme je peux pas voir les labels juste laisser ça. NFT, whatever, tu fais ce que tu Donc, dans le tu sais. 360 deal, disons, ils disent tout l'argent que tu fais avec les NFT. Ben, il va avoir une genre de... D'après moi, tu sais, parce que sinon, un artiste peut faire plein de NFT on the side and blow up, là, si c'est un gros gars, là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est là où est-ce que je pense qu'il y a surtout des différences entre le niveau d'influence que l'artiste va avoir et surtout, c'est quoi son niveau de bloom. C'est sûr et certain, si t'es un gros artiste, c'était ton 4e contrat, t'as 8 albums derrière toi, puis tu deals avec ta maison d'édition, c'est peut-être pas la même chose qu'un artiste émergent qui peut capitaliser potentiellement sur un fanbase. C'est très intéressant que tu dis ça. Et sur une nouvelle mécanique pour proposer son art, monétiser son art, mais surtout garder la propriété qui est associée à son art. Tu vois, un équivalent 2022 d'un Russ serait en mesure très, très, très facilement de pouvoir vivre de son craft juste par le format dans lequel il arrive à comme, vendre c'est intéressant, parce qu'on parle de Russ, qui est un gros artiste aux States, international même. Ouais. Mais même ici, au niveau local, on a eu Mike Schaab récemment, qui est un des top guys dans la ville, puis il a sorti un NFT. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine pour un artiste indépendant, un artiste, disons, émergent, entre guillemets, ou c'est mieux d'attendre que tu deviens établi? Comme, how does that work? Moi, puis ça, c'est personnellement, comment je le positionne, c'est surtout au niveau de l'objectif de pourquoi tu lances un NFT. Si tu es un artiste, surtout un artiste musical, là, si on s'entend, il y a différents types d'artistes musicaux. Tu peux être un rapper, tu peux être un producer, tu peux être quelqu'un qui est juste... Yes. OK, ça, c'est le NFT de Mike Schaab, right? Mike Schaab, C'est ça. Tu vois, lui, c'est surtout... 10 exclusive owners de l'animation digitale collectible NFT. Shout out Monkey qui a fait le work. C'est Monkey et Mike Schaab. Shout out. Hey, personnellement, moi, je le trouve joli. Ouais, c'est fresh. Ouais. Ben... So basically, ça, c'est un collector's item. Access et bragging rights. Ouais, c'est access and bragging rights. Mais, there are no intellectual property rights transferred with the sale of this token. Nice. Tu vois, il le mentionne. Ouais, puis il vaut 0.4 ETR en ce moment qui sont à 1200. Quand même.
Ah, quand même. Donc, quand que je te disais l'objectif de pourquoi tu voudrais le lancer, c'est sûr et certain que si tu as un objectif de branding, de marketing, de faire parler de toi, un petit peu comme Booba. Ben écoute, T'sais, on parle de lui en ce moment, right? On parle de Chab en ce moment quand on a une conversation de ça. Puis, je pense dans cette optique-là, tu vas avoir plus de chances d'avoir du succès si tu es déjà un nom établi. Genre un Tory Lanez qui dit « Moi, je drop quelque chose, il y a un fanbase qui est suffisamment profond pour qu'il y ait des super fans qui soient prêts à payer pour ça. » Obviously, comme Tory Lanez, s'il sort un genre de projet comme qu'on vient de parler de Chab, lui, ses pieces, ils vont être beaucoup plus chers, évidemment. Tu comprends? Mais c'est juste... Je trouve ça cool, pareil, de voir qu'il est 1200$. Je savais même pas que c'était ce prix-là. Tu comprends? Je savais pas, moi non plus. So, if it goes for that price... Comme, does he set that price? Comme, tu sais, c'est-tu lui qui dit, bon, moi, je le vends à ce prix-là. Merci. Ben, c'est sûr et certain que tu sets un prix cohérent avec le marché. C'est quoi que tu as comme équivalence sur le marché. Par contre, il pourrait le set. S'il dit, ben, moi, j'ai un NFT, ça, c'est le prix que je choisis. Il peut mettre 1 million, puis, tu sais, juste... On a eu aussi... Oh, vas-y, continue, ma bête. J'allais juste faire le parallèle avec, par exemple, un artiste émergent qui voudrait... Roger, parce qu'il y a aussi Roger qui a vendu son tweet. Oui, Roger, c'est le... C'est le Roger a vendu son tweet? Ah oui, j'allais dire, c'est vrai. En plus, j'allais dire... Premier tweet d'un rappeur francophone. Un avant-gardiste, jeune Roger. J'avais pas le choix de le mentionner. Yo, shout out Roger, man. Comme ça, c'est créatif. Moi, j'aime ça. C'est le « Qu'est-ce qui se passe, ma belle, t'es sous chill ». Légendaire. C'est sa presse. So, exemple, tu sais, basically, je sais pas moi, demain, Roger, il est dans Fast and Furious 15, whatever it is, puis il devient l'acteur flagship de cette affaire-là, tu sais. J'imagine que ce NFT-là, de son tweet, va monter, genre. En théorie, ouais. Mais... That's crazy, man. Juste... dans la conversation des NFT et de leur valorisation, c'est surtout très, très différent, dépendamment de quel est l'objectif de l'artiste. On s'entend qu'un artiste qui dit... Prenons l'exemple d'un artiste émergent, qu'il y a des appréhensions positives par rapport à sa carrière. On dit, bah, OK, mais lui, il est vraiment trop fort par rapport à son niveau de notoriété. Exact, lui, il va percer. Si cet artiste qui s'apprête à percer pour lancer une collection, disons, qui accorde du ownership associé à certaines de ses œuvres, on s'entend que c'est significativement différent que si quelqu'un fait juste launch quelque chose qui a des fins de... Ouais, comme le tweet. Artistique, le tweet, il va pas streamer. Là. Le tweet, disons, c'est juste... MHD, dans le temps, quand il sortait ses freestyles un par un, il pouvait dire peut-être, moi, mes freestyles, je les vends en mode NFT, puis à chaque track, tu prends de l'ampleur, puis peut-être les trucs. Donc, je prends juste des exemples vite fait. Ouais. Mais ça pourrait être que c'est un format qui se tiendrait, tu comprends? Mais si, par exemple, on prend un producer qui dit... OK, la Freaky demain, il dit, moi, le seul moyen, si tu veux avoir accès à mes prods, c'est t'achètes ce bundle, ce NFT. De toute façon, il y a une corrélation au niveau des rights, au niveau de la propriété, etc., qui habituellement fonctionnerait soit par contrat ou par une entente quelconque. Maintenant, cette entente-là, elle peut être cristallisée sur un NFT directement. Et les droits qui sont associés au track, ou les royautés ou quoi que ce soit, serait versé au propriétaire de ce NFT-là. Donc, lui, il pourrait se dire, ben, moi, je suis un shop où est-ce que je produce des tracks, puis ça, c'est mon bundle. Puis s'il y en a une qui te plaît, ben, moi, je te l'envoie sur le format d'un NFT. Tu n'as plus besoin d'avoir MP3. Encore une fois, c'est c'est décentralisé. Ça shift beaucoup le niveau de pouvoir que le créateur de contenu par rapport aux intermédiaires que tu as actuellement. Ça change toute la game, basically. Parce que si tu le sors puis tu fais tes splits de la façon d'un NFT, c'est comme tu ne vas pas aller avec la Socan, tu vas pas... Comment tu penses que des organismes comme la Socan et tout, on aura sûrement, j'espère, un talk avec eux à propos de ça. Mais maintenant, toi, est-ce que tu sais un peu la Socan, l'organisme qui redistribue les droits d'auteur? Je connais l'organisation. Je sais pas, je doute fortement qu'ils aient un positionnement par rapport à tout ce qui est actifs numériques, tout ce qui est NFTs, etc. Par contre, ça devrait venir
de par la proportion que ça devrait prendre dans cette industrie. Si demain, Bryan Adams, genre, je sais pas, Céline Dion, elle sort une chanson puis elle vend ses rights, ses droits d'auteur as a NFT, ben yo, la Socan, il faut qu'il soit involved. Imagine Drake. Des Drake. artistes canadiens. Ouais, en fait, c'est ça. C'est surtout au niveau de l'empreinte qu'un artiste pourrait avoir. C'est sûr et certain que ça commence à devenir un standard. Ben, ça peut. Si ça devient ça va changer la game. Genre, c'est fou. Exact. Damn, OK. Moi, je sais que SoundCloud, Tidal, des plateformes potentiellement Spotify, etc., regardent sans nécessairement l'angle d'achat et de vente NFT au niveau du consommateur, mais au niveau que les crédits, les royautés, que les ownerships sont gérés sur les tracks qui sont rendus disponibles sur ces plateformes-là, il y a définitivement un power shift qui se fait. Ça peut changer la façon de mettre en marché ta musique. Là, mais c'est surtout simplifié de beaucoup, puisque tu n'as pas besoin d'avoir 45 personnes, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui connaît un petit peu la technologie. Après ça, toutes tes intrants sont les mêmes. C'est vraiment juste au niveau de comment tu le gères et comment que ça s'opérationnalise, parce que tu n'as pas nécessairement à avoir lawyers, notaries, etc. Ça se simplifie. Tout se fait dans la transaction de... Wow. Moi, je pense que ça redonne surtout beaucoup, beaucoup de responsabilités. C'est sûr et certain que c'est un cassage de tête additionnel à un artiste émergent. Par contre, ça lui permet d'être plus en contrôle de son craft, comment que son craft est utilisé, etc. Et si on parle d'un artiste qui commencerait comme ça, cet artiste-là aurait potentiellement des opportunités qui s'offriraient à elle qui seraient très, très différentes de quelqu'un qui doit sortir d'une structure historique où il y avait des contrats and shit, et que là, on la réapplique à la sauce 2022. Tu n'as pas nécessairement ce même niveau de hurdles là, à gérer. Tantôt, j'ai dit les labels, ils ont l'air à vraiment get involved avec cette technologie-là. Est-ce que tu penses qu'ils ont un peu peur de cette technologie-là, dans un sens? Ben, si on dit peur à cause qu'ils commencent à agir et être proactifs dans l'industrie, ça serait ma définition. Historiquement, ce qui arrivait avec les labels quand que les Spotify et Apple Music sont partis, ils ont utilisé une technique qui est très, très simple, c'est-à-dire avoir beaucoup de cash. Et après ça, tu peux venir co-sign ces plateformes-là, prendre du ownership. La chose à ne pas faire, ça serait de mettre comme un gros X dessus puis dire non, ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le label, il y a plein de gens intelligents qui travaillent pour des labels et ils le savent que si c'est une alternative qui potentiellement est plus avantageuse pour l'artiste, plus avantageuse pour l'écosystème de l'artiste et potentiellement plus demandée par le marché, ils n'auront pas le choix d'avoir un shift. Mais c'est comme quand on parle d'avoir un gros shift puis que tu n'entends pas parler d'un truc si obvious, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. La dernière fois, Amine et moi, on était en train de regarder Sandbox et on a été surpris de voir comme le Warner qui avait un big chunk of land, disons. Moi, j'étais surtout surpris par la taille qu'ils avaient. C'était pas surprenant de ma perspective, le fait qu'ils prennent une position. Ouais, je pense qu'on peut expliquer c'est quoi quand on parle de Sandbox, on parle de un metaverse. Comment qu'ils appellent ça, genre? Donc, The Sandbox, par définition, c'est un jeu. Ça ressemble beaucoup à Minecraft en design. Et puis, c'est sûrement des gars qui jouaient à ça back in the days qui l'ont créé, genre. En fait, quand tu te connectes directement à la plateforme, tu es en mesure de voir un monde virtuel. C'est un monde qui est fermé, donc que tu peux pas comme créer du nouveau real estate dans la plateforme. Et puis, tu as une espèce de jeu où les gens ils ont du land et que tu arrives à comme monter et capitaliser sur le territoire que tu occupes. OK. Warner Brothers en ont un, mais on connaît surtout Sandbox d'un point de vue musical sur les terres qui sont possédées par Snoop Dogg. Ouais, c'est ça. Snoop a acheté du land dans un metaverse qui est Sandbox. Exact, qui est Sandbox. Mais, OK, mais quand tu achètes ça, là, c'est qui le propriétaire de ce metaverse-là? Ça veut dire que ça va l'argent, genre? Donc, c'est sûr et certain que la plateforme vend le land qui est utilisable dans le jeu. Donc, si toi, tu l'achètes, ben, l'argent va à la plateforme qui te fournit ce land-là. OK, mais il n'y a pas quelqu'un qui dit « Oh, moi, je crée Sandbox, puis ça
Comme, Ah, mais c'est une compagnie, right? C'est ça. OK, une Sandbox, c'est une compagnie. ouais. They get the money of the owner. Yeah. Fait que là, Snoop, il a acheté un gros terrain là. Ouais. Mais comme, pourquoi? Tu sais, c'est comme... Pourquoi que Snoop, il dit, hey, je vais aller acheter un terrain dans un metaverse comme Sandbox puis pas aller s'acheter un vrai terrain? Donc, ça aurait pu être un real estate play, je suis d'accord avec toi. Par contre, lui est beaucoup plus sérieux avec... il est heavy dans la technologie, c'est fou. Ouais, avec ce land-là, puis il faut mettre en contexte surtout le fait que, on est encore en COVID, il y a beaucoup d'artistes qui ont de la difficulté à se monétiser via des shows, etc. Ouais. Et quelque chose qu'on a remarqué depuis quelque temps maintenant, c'est que tu as énormément de shows virtuels. Ouais. Des shows, pas nécessairement immédiatement dans le metaverse, mais Fortnite, par exemple, a Travis reçu... Scott. Ouais, Travis Scott. Oui, je me rappelle de ça. 10 millions de personnes qui étaient à son, Ils sont connectés. à son show 10 millions! sur Fortnite. Exact. C'est 1/10 de J'en Super faisais Bowl. partie. Fait que attends, mais ça veut dire qu'il faut... Attends, parce que moi, j'ai pas Fortnite, so I watched it, like, je l'ai revu, j'ai Moi, je sûrement l'ai vu vu un sur YouTube, replay hein. sur YouTube. Ouais. Mais ceux qui étaient là, les 10 millions, c'était tout du Ils monde qui étaient jouait. dans le jeu, ouais. C'est pas le seul à avoir fait ça. damn. Ariana Grande Non, mais je sais. a aussi une initiative qui était similaire avec Fortnite. Justin Bieber avec Wave. C'est... Fait que, tu sais, OK. Parce que là, on parle des terrains, tout ça que tu peux acheter, mais il y a les metaverse que tu mets tes goggles, là, puis tu rentres. Parce que moi, j'ai déjà entendu un gars dire qu'il y avait des concerts dans des... Il y a le Oculus là, de Facebook, là. Puis comme, à tous les jours, il y a un channel, puis il y a des concerts genre de Young Thug, Snoop, Fait que c'est comme des shows virtuels. Ouais, c'est un petit peu là où est-ce que je m'en allais. C'est la taille du terrain de Snoop est suffisamment conséquent pour qu'il puisse faire des concerts, ça lui tente d'avoir genre un virtual bar, whatnot, un virtual club. Après ça, c'est dans sa tête, la créativité, etc. Puis tu peux faire... Mais imagine, bro. Excuse-moi de te couper là-dessus, vite fait, j'y pense. C'est comme si tu veux faire un show, mais t'accueilles pas vraiment les gens chez toi. Tu es dans un monde virtuel. Donc, pour un artiste, de comme faire un truc, puis tu viens ball dans mon... Tu sais, c'est différent, sûrement aussi, le contact, la manière que le show est fait. Tu sais, je trouve que ça change toute la perspective de l'affaire. Ouais, moi, ça me fait peur un peu, toutes ces affaires-là, man. Que tout s'en va tellement virtuel, puis technologie, puis metaverse, que je sais pas qu'est-ce que ça va être. Est-ce qu'il own ce terrain-là? C'est à lui. C'est à lui, ouais. Puis, exemple, Snoop, depuis qu'il a acheté ce terrain-là là, sur Sandbox, ça a-tu plus de valeur, le terrain? Comment ça va, le real estate dans le je pense que ça fait un bon move, définitivement, parce que la plateforme, puis pour acheter sur Sandbox, tu as besoin d'un token. C'est le Sand token. C'est un cryptocurrency. En particulier, genre, OK. Et juste la cryptocurrency. Fait que Sandbox, il cash out partout. Il cash out sur le crypto, il cash out sur le terrain, il cash out partout. Mais c'est bien construit comme plateforme, en fait. Si c'était une plateforme qui était comme vraiment scammy, je te le dirais directement, mais je pense que dans la manière qu'ils proposent leurs idées puis leur mécanique, c'est compelling enough pour créer de la valeur. Puis pourquoi? Parce que ça laisse la place à la créativité. Genre, Snoop Dogg, demain, peut choisir de faire à peu près ce qu'il veut sur son land, et puis il peut le monétiser de la manière qu'il veut. Un peu plus au nord du location de Snoop, on va remarquer le massive location que Warner Brothers ils ont. Et quand je dis massive, c'est que c'est significatif. Ils sont parmi ceux qui ont le plus gros terrain sur la plateforme, qui laissent croire que potentiellement cette maison de disques-là fait autre chose qu'un real estate play. Prépare quelque chose. Genre. Potentiellement, moi je soupçonne, read between the lines, moi je soupçonne que ça va être un venue pour des shows dans le Metaverse. Ben ouais, parce que moi quand j'écoutais quelqu'un parler de ça, puis il disait qu'avec les goggles là, que je te parlais, il peut checker des games de basket, il peut checker, puis comme des games là, qui se passent, là, puis c'est comme si t'es là-bas, t'es dans la game. So, j'imagine que des artistes peuvent faire des concerts, ça va comme donner l'impression que tu es là au concert. Ben ouais. Écoute, pense-y, tu es un artiste, là. World Tour, là, tu es parti, tu es sur le road. For sure, c'est fun. Ça coûte ultra cher à gérer. C'est fatigant. C'est fatigant. Ouais, toutes ces affaires-là. Ça t'enlève beaucoup d'attributs que tu règles quand on retire la proximité physique. Là, c'est sûr et certain que l'expérience est différente et je soupçonne que la capacité à payer serait différente aussi. Est-ce que tu paierais autant pour un show en vrai
ou en physique qu'un show en virtuel. Non, regarde, ça, c'est sûr qu'ils vont C'est sûr que ça se s'ajuster et traduit, tout, ouais. mais c'est fou pour les artistes parce que si Snoop, demain, il fait un concert comme ça, puis, je sais pas, c'est $5, il peut avoir comme 1 million de spectateurs, entre guillemets, comme Travis Scott. C'est ça le mindset, exact. Which is crazy, comme ça peut générer du gros cash. Mais, bro, l'expérience d'un concert, quand même, c'est comme, tu sais, t'es là, disons, je vais à un concert avec 11, bro, puis je sais pas qui qu'on va voir, c'est malade, je me tourne, je le regarde, oh, il a dead. Ça l'enlève, ça, non? Ça, puis moi, j'ai tout le temps... Mais ça le tue pas, façon de dire. Il peut still, ça reste dans une le fond, alternative. Toi, tu peux être là avec moi, avec tes goggles aussi. Fait que c'est comme si tu vas Non, être ce que avec... je veux dire, que tu peux still enjoy des shows comme ça dans la vie. Ça veut dire, on Oui. n'est pas en train de dire... Moi, Ça va pas enlever les vraies choses. Je suis d'accord avec toi, mais c'est juste... moi j'ai une perception, ça c'est mon avis personnel. On peut avoir des doutes sur l'impact social, puis l'effet que ça va avoir de transitionner sur un format qui est surtout virtuel et moins physique. Mais ça, c'est à cause que nous, on est tellement habitués à... On est old school. Ouais. on est tellement habitués à ce qu'on connaît et à connecter dans la vraie vie. Puis surtout, tu sais, les personnes... Moi, personnellement, dans la vie, je suis ultra extraverti. Moi, je suis tout le temps plus down de voir, genre, une personne dans la vraie vie. Après ça, c'est sûr et certain que si ton fanbase, c'est un fanbase qui est souvent plus jeune, qui a grandi avec la technologie, qui a grandi avec un environnement virtuel, Eux, tu vas avoir... Eux, ils vont nous regarder comme si que nous, on est bizarre. Ouais, mais l'expérience aussi doit être différente. C'est pas un show. c'est pas un show régulier. standard, C'est là. que l'artiste. Hey, les possibilités sont énormes. Travis Scott, t'étais dans l'espace, t'allais sous il l'eau. était huge, là. Il était huge. Genre, je pense que l'expérience aussi offerte est illimitée. Mais ça, on va le voir de plus en plus souvent, je pense. Puis sans que ça soit l'équivalent metaverse, là, on va voir plus souvent du AR, XR, VR. Ouais, mais toutes ces affaires-là, moi, ça me rappelle, là, tu sais, comme je dis, c'est un old head. Là. Fait que, tu sais, moi, dans le temps, là, c'était comme, hey, regarde pas la télévision de trop proche. Tu sais ce que je veux dire? Puis là, aujourd'hui, on est tous dans nos écrans comme ça. Les kids, ils commencent tous avec des écrans. Ouais. Puis là, demain, tu l'as juste là. Quand on parle de Metaverse, t'es dans l'écran, t'es dedans. Là, comme, c'est comme... Shout out à Azad, Genius XR. Ouais, big shout out. Shout-out mais c'est fou de... Je sais pas, man. Moi, des fois, je me dis, comment ça va affecter la vie sociale? Comment ça va affecter ces choses-là? Tu sais ce que je veux dire? Parce que même, on parle là, on a passé une pandémie où est-ce qu'on a fait un peu un shift quand même, où est-ce qu'il a commencé à avoir des shows virtuels. Ça n'existait pas vraiment avant ça. Tu sais, puis Zoom meetings, tu sais, comme tu dis, j'aime mieux rencontrer des gens en personne, mais de plus en plus, il y a des meetings virtuels. J'ai déjà vu IMAX, U2 en virtuel, puis c'était dope. Oui, oh shit, OK, ouais. Tu comprends? Ça existe depuis quelques temps. Je pense que c'est juste maintenant. On parlait de Genius XR, ils ont offert une expérience VR de Rolling Loud. Et tu vois tes artistes. Donc, comme il a dit Amine tout à l'heure, c'est juste le prix que tu es prêt à payer. Si moi, tu me dis pour, je sais pas, moi, $15, j'ai une expérience incroyable de même, ça reste le client va vivre une expérience différente. Ça juste rajoute dans le package. Tu sais, puis... C'est ça. Mais il faut pas oublier aussi que on est encore au début. Ouais. Si tu vois les renderings virtuels qui sont ultra matures, tu jurerais que tu vois des vraies images. Moi, personnellement, là, certains trucs que j'ai vus... Moi, j'ai juste joué au PlayStation là, avec les goggles. J'étais comme, wow, c'est trop real. MF Doom. Le gars, là, il faisait pas des shows que c'était pas vraiment lui. Ah, je sais À ce que pas. j'ai entendu parler, c'est comme si c'était pas lui des fois qui faisait le spectacle. Mais c'est parce que le C'est quelqu'un masque, d'autre, il y avait un quelqu'un masque. d'autre portait son masque. Ah, puis ça les se gens- peut. Donc c'est quand même, je suis sûr que Mais c'est ça, puis je veux dire... fou, man. Si tu veux que je te dise, on sort un petit peu de la musique, mais ceux qui l'ont vraiment mené en ce moment, c'est tout ce qui est simulateur automobile. Puis Ouais. tu fais le test, là. Mais c'est ça. Tu as ta voiture, tu sais comment elle That's feel, crazy. puis tu rentres dans le système, puis j'ai les goggles, puis la même voiture, tu conduis tous les jours, puis tu rentres dans le système, puis tu sens que c'est des outils puis des technologies ultra puissantes C'est pour faire fou. en sorte que c'est très, très similaire. Bro, Ça j'ai fait peur. joué au jeu que, tu sais, quand je parle de PlayStation, j'ai joué à un jeu d'auto, puis il y avait comme le steering wheel, là, whatever. Ouais. Puis, bro, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, comme il y a lui, il y a ça, tu regardes en haut, comme t'es dedans, là, t'es... Scary stuff. Moi, j'étais un peu comme, I took off the goggles, je suis comme, yo, c'est too much, man, tu sais, mais I guess, c'est dope pour plusieurs choses, tu sais, c'est juste des fois, je me dis, man,
comment que ça va affecter. Nous, c'est différent. On a vécu dans le regular world, si tu veux, tu sais, mais comme un kid qui va grandir toujours avec ça, puis être là-dedans, dans ce monde-là, je sais pas, mais moi, je me demande juste les effets que ça peut faire. Tu sais, if social media, si les réseaux sociaux, ça a un effet sur les gens, puis leur humeur, puis leur mental, tout ça, je me demande ces affaires-là de metaverse. It could be scary. C'est juste ça que je dis. C'est juste ça que je dis. Je voulais continuer encore un peu parce que je suis sûr qu'on peut aller très loin dans ce sujet-là, mais dans le rap français, il y a eu SCH, je pense, qui a sorti un truc de même. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer aux gens c'était quoi le projet? Ouais, je connais bien le projet, en fait. C'était avec Pioneer.io. C'est un fournisseur technologique. Eux, c'était surtout un play metaverse. SCH s'est associé à eux surtout pour le lancement d'un NFT qui accorde l'accès à un track, mais en parallèle qui accorde aussi l'accès à un avatar dans ce monde virtuel-là. Donc, pour le cas spécifique de cet artiste-là, je pense que c'était surtout du branding, surtout du marketing, mais qui prouve qu'il y a quand même un certain intérêt à créer un précédent dans un format d'univers virtuel de type Metaverse. Donc, à ce moment-là, ceux qui possèdent les NFT qui sont associés aux avatars de cette plateforme-là, ils vont avoir un accès à un rendering 3D virtuel dans un verse qui est fourni par Pioneer. Donc, il était pas donné. Moi, je le trouvais cher un petit peu. Il était combien? Pour moins 0.2 ETH. 1.2 ETH? 0.2. 0.2, ok. Ben, je veux dire, pour ce que ça représentait, je veux dire, Booba, lui, était allé avec une stratégie très, très abordable parce qu'il voulait donner accès à son craft sur un format de marketing. Par contre, si c'est une plateforme qui t'offre quelque chose qui est sensiblement volumineux, là, c'est sûr, un avatar, c'est pas facile à créer, c'est pas immédiat. Donc, c'est sûr et certain que ça justifie un certain prix. Mais la plateforme, elle n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir se prononcer. And if proven successful, ça peut être intéressant de voir comment on arrive à proposer du contenu qui crée des précédents, pas juste au niveau de l'artiste. Puis la personne qui l'achète, elle l'achète pas parce que elle a entendu parler du projet sur Google. C'est à cause que l'artiste est venu co-signer le projet, etc. Donc, c'est en même temps du branding, mais ça peut aussi être la pub. Donc, c'est seulement l'avenir qui va nous dire, bon, est-ce que l'artiste était très impliqué dans cet exercice-là? Moi, ce que j'ai tendance à dire, puis je le dis autant aux entertainers qu'aux artistes, là, c'est assurément pour que ton projet fonctionne, il faut que ça soit quelque chose qui est tiré de ta personnalité, etc. Ça peut pas être un label play ou ça peut pas être un Teams play ou ça peut pas être un truc qui va au-dessus de toi qui dit ben on va capitaliser sur cette image-là puis que l'individu qui essaie de vendre ça à son fanbase, il est comme non mais je connais mon artiste ou je connais l'athlète puis ça c'est sûr il s'en fout. Il ferait pas ça genre. Ouais. Il faut que ça soit. Mais il y en a un vite fait à côté de SCH que je trouve qui est obvious qui devrait. C'est Freeze Corleone. Moi, j'ai vu la dernière fois, il a partagé son hub, son espace virtuel. Sa collection. Sa collection. Puis tu vois là que lui, est-ce que tu connais un peu Freeze Corleone? Est-ce que tu penses que c'est un artiste qui devrait en profiter? Yes. Je pense définitivement il fait partie du New Gen, 100%. Lui, il est très, très verse dans la communauté. Par les types de NFT qu'ils ont, moi, je soupçonne que c'est quelqu'un qui n'est pas tombé là-dedans par hasard. Là, je pense que genuinely, il y a un intérêt à capitaliser là-dessus. Moi, je ne serais pas soupçonné qu'il fasse quelque chose de bold. Là. La raison pourquoi il n'a pas été plus présent, c'est sûrement qu'il y a quelque chose de plus gros qui se prépare. Quelque chose, genre. Potentiellement une nouvelle structure pour accéder à son contenu, whatnot. Mais définitivement, lui, juste sur la base de sa collection NFT, parce que c'est ça, tu sais. André, il a fait du cash. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Genre, je suis pas certain. Je sais pas, il fait combien avec la musique, mais. Ah, OK, il y a des gros. Ouais, il y a des gros pieces. Puis c'est fou parce que, tu sais, tu as dit quelque chose où est-ce qu'il peut préparer quelque chose où est-ce que le monde va avoir accès à son contenu. Tu sais, exemple, un gars comme lui qui a blow up, qui est big en France, que, disons, son deal avec son label, il finit, je sais pas, moi, dans 2 ans, tu sais. Il peut être en train de préparer quelque chose, en d'autres mots, où est-ce que ça va être direct à ses fans.
après son contrat, par exemple, qui dit que moi, toute ma musique, toutes mes clips, toutes mes affaires, je les sors dans mon universe, tout en NFT, tout ça. Ça peut se faire, genre. Ça peut se faire et je pense... C'est un game changer, ça, quand même. Ouais, ça c'est gros comme shift, surtout si tu vois le power in place, tu vois. Très, très, très souvent, là, tu vas voir des artistes pas particulièrement contents de leur traitement contractuel, de leur traitement avec les labels. Puis, il y a une raison simple derrière ça, là. Les athlètes, ils ont des agents, puis je dis rien par rapport aux agents de musique, c'est vraiment juste que les athlètes, c'est beaucoup plus carré et transparent. Ta performance, elle est axée sur tes stats. C'est facile à vérifier. Ton agent, c'est un agent professionnel qui connaît parfaitement ton sport. Il connaît exactement ta valeur par rapport au next guy qui joue dans l'autre équipe, qui a des stats meilleures ou moins bonnes que toi. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer dans la musique. Parce qu'il y a le brand, il y a l'image, réputation, ton fanbase. Est-ce que si tu es un artiste qui est signé, qui a un gros fanbase en stream, est-ce que tu es capable de remplir une salle? Ou bien est-ce que si tu es un artiste qui est indépendant, qui a peut-être pas nécessairement le même nombre de streams, mais quand tu vas dans la salle, tu vois c'est plein. Je veux dire, c'est très différent et c'est plus difficile à venir évaluer en termes monétaires. Donc, je suis pas surpris si un artiste se dit « Moi, je pense pas que telle maison de disques qui était pour venir me faire une offre comprenne la taille de mon fanbase ou bien la dynamique de comment que j'arrive à monétiser mon craft. Donc, je vais déterminer que c'est pas pour moi. Je reste indépendant et je reste en contrôle de mon contenu en utilisant des outils technologiques, NFT ou autres. Ça ouvre un autre monde. Ça ouvre un autre monde, définitivement. C'est très communauté. Ça devient très... tu sais, il y a Mac Homie, il y a qui créent... qui vendent leur musique d'une certaine manière. Lui, il avait une stratégie comme ça. C'est le mot qui revient souvent quand on parle des réseaux sociaux, puis la promotion, le marketing, c'est le engagement. Ça, c'est comme un engagement à un autre level, parce que c'est comme tu investis, tu owns quelque chose. Tu as dit tantôt avec le NFT de Nas, parce que tu lui parles. C'est comme une expérience quasiment. Là, fait que it's like the ultimate engagement, dans le fond, là, acheter ça. Ça. Définitivement, parce que tu sais directement que tu deals avec l'artiste as an individual. Ouais, c'est ça. Ça enlève tous les intermédiaires. C'est fou, man. C'est quoi les trucs qu'il faut savoir, connaître, des termes? Maintenant, quelqu'un qui veut s'intéresser à ce domaine-là, un jeune artiste ou peu importe, quelqu'un dans l'industrie musicale, il entend NFT, OK, c'est un beau mot, trois belles lettres, brandé. Mais c'est quoi les autres trucs? C'est quoi qui se cache? Ça serait quoi tes conseils, disons? Ouais, monsieur, madame, tout le monde là, qui rentre dans la game. Je pense c'est assez large, mais je pense que la première question à se poser, c'est quoi l'objectif? Si l'objectif, c'est de faire de la pub, c'est pas la même chose que c'est pour m'auto-financer. Make sense. Right? Ça va aussi te permettre de déterminer un tokenomics qui va être différent. Haha, je savais que quand on parle de tokenomics... Je t'ai déjà dit smoke signals dans la maison. You gotta go easy on me, man. OK, tokenomics, vas-y. Tokenomics, c'est vraiment juste les attributs business qui vont faire en sorte que ton écosystème évolue. Ça, là, quand on parle de tokenomics, habituellement, on l'utilise pour parler des cryptocurrencies. Par contre, si on parle d'un NFT qui a un objectif, qui a une utilité, ça devient pertinent de parler de tokenomics à cause que ça vient déterminer, ça va être quoi les guidelines ou les grandes règles d'affaires qui vont venir déterminer les conditions sur ton NFT ou bien les règles contractuelles, par exemple. Ouais. Non, c'est ça, parce que you can approach it de différentes façons. Comme tu as dit tantôt, ça peut être comme as un œuvre, or as like an investment, or as a land, comme c'est fou, man. Crazy, 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 man. Crazy info up in here, man. Yeah, mais en fait, ça, c'est... On parlait d'artistes, mais je parlais beaucoup plus au terme de knowledge. J'entends parler de Web 3.0, smart contract, blockchain. Est-ce que c'est des trucs qu'il faut primordialement comprendre ou est-ce qu'on peut se lancer un peu et puis pas besoin de se fier sur les détails, disons? C'est une bonne question. Moi, habituellement... je conseille aux gens d'au moins connaître une base en blockchain. Pas nécessairement connaître les détails puis connaître Ethereum par cœur, mais au moins connaître les attributs qui font en sorte qu'on peut garder ou accorder de la valeur à notre actif numérique. Puis quand on parle de blockchain, c'est simple. Transparence,
de l'activité qui se passe dans ton écosystème, c'est que c'est présumé comme c'est sécuritaire. Tu ne vas pas te faire hacker. For sure, je te promets. Dans le sens où pas te faire hacker, tu peux te faire hacker, ton portefeuille peut se faire hacker, quelqu'un peut hacker ton système puis voler tes coins. Mais ton contrat, ton jeton, ton actif, ne va pas avoir de brèche s'il est bien construit. Ça peut pas, si quelque chose est bien monté, tu peux pas arriver in the back puis venir modifier les attributs de ton NFT. Ça, c'est quelque chose qui est protégé par les attributs de ton chain. Mais je ne veux pas aller trop dans les détails des éléments qui sont essentiels de connaître. Par contre, au moins comprendre en surface c'est quoi les attributs clés qui seraient accordés avec un NFT. Habituellement, c'est un bon début. Pourquoi? Parce que ça va t'éviter... C'est une industrie qui est... Moi, j'aime plus dire que c'est émergent. Par contre, dans le secteur de la musique, c'est émergent. Et, unfortunately, quand on parle d'une industrie qui est émergente, il y a beaucoup de risques de scam. Donc, pas nécessairement faire confiance aveuglément si quelqu'un est pour prendre un set de tracks d'un artiste puis dire « Ouais, inquiète-toi pas, je reviens, je t'envoie des NFT. » C'est peut-être pas... c'est au même titre. Il faut être prévoyant et attentif puis avoir une ouverture d'esprit à savoir... C'est pas nécessairement tout le monde qui est gentil, c'est pas nécessairement tout le monde qui est méchant non plus. Mais de faire ses devoirs, ça te permet de limiter ton risque de te faire avoir. Dope. Yo, s'il fallait que tu t'assoies pendant 1 heure, tu saches prendre du brain en ce moment de quelqu'un dans la game, anybody sur Terre, ça serait qui? Wow. Uniquement... Tout. Dans tout? Ouais, toi, t'as envie en ce moment là d'avoir une conversation d'1 heure avec quelqu'un. J'ai vraiment envie de parler à Jay-Z. Il revient souvent, Jay-Z, man. C'est fou. Mais Jay-Z, no hate, no shade. C'était actually le premier dans la liste à cause que moi, je le respecte as a businessman, as an artist. Si c'était pour être quelqu'un d'autre qui est plus proche de nous, que je trouve qui est vraiment smart, qui a potentiellement un bon demeanor par rapport à ça, je pense que ce serait Connaisseur. Connaisseur du Caso, OK. OK. Ben, en revenant vite fait à Jay-Z, on parlait de Tidal, on parlait de SoundCloud, on a Spotify. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec ça? C'est quoi qu'eux, ils peuvent se positionner avec ces plateformes musicales? Parce que c'est souvent ça que les artistes en ce moment utilisent. Puis beaucoup se plaignent déjà de la rémunération par stream. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense ça, surtout au niveau de la rémunération puis de la rétribution des créateurs de contenu, je pense que c'était le main angle de Tidal. Et Tidal avait un format qui était comme différent dans sa construction qu'un Spotify, etc. Ils l'ont vendu comme ça. Ils l'ont vendu comme on est pour les artistes puis tout ça. Ouais. Je connais pas après ça dans le fine line du niveau de succès que la plateforme a eu. Selon moi, je pense qu'ils ont pris du temps avant de décoller. Puis je pense que ça n'avait pas nécessairement le niveau de succès as a business qui était attendu. Le vrai move intelligent a été pour Jay-Z de revendre cette plateforme-là, mais il ne l'a pas revendue à n'importe qui. C'est Square qui a acheté Tidal. Okay. Et Square, donc, qui a aussi été lancé par Jack Dorsey de Twitter. Et puis, on a des raisons de croire que Square s'enligne définitivement dans un univers qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus adapté à l'univers des actifs numériques, l'univers des cryptos. Et si j'étais pour vraiment mettre mon doigt dessus, je ferais 1 + 1 est égal à 2. Et je pense que c'est un petit peu ce qui se dessine dans l'avenir de Tidal. Évidemment, Jack Dorsey, c'est pas le plus grand fan de Ethereum au monde. Donc, peut-être que c'est peut-être pas le... Actuellement, c'est la plateforme qui est la plus utilisée quand on parle de NFT. Par contre, il y a des alternatives. C'est ça. Tu dis souvent Ethereum, mais je peux utiliser des bitcoins si je veux pour acheter des NFT. Je peux utiliser d'autres... En fait, on te demanderait de les convertir. Mais il y a d'autres chaînes. Par exemple, Polygon-Matic, Solana, ça devrait arriver. Donc, c'est des plateformes qui se veulent comme étant des compétiteurs à Ethereum. Par contre, c'est vraiment utilisé aujourd'hui puisque c'est un standard plutôt que parce que c'est la meilleure plateforme. Puis, moi, personnellement, ça tombe que c'est une plateforme que j'apprécie, mais un des éléments qui revient souvent, c'est que c'est une plateforme qui est chère à utiliser.
Donc, si tu étais pour acheter ou mint un NFT, il faudrait que tu payes des frais de transaction qui seraient potentiellement substantiellement plus élevés que sur les autres plateformes comme Polygon ou sur Solana. OK. I don't know too much of these platforms. Moi, c'est comme tu me dis ça, je suis comme... Je pense que je comprends pourquoi il y a beaucoup de monde qui sont un peu effis de ça, parce qu'il y a tellement de façons différentes que tu peux acheter ci, tu peux vendre ça sur cette plateforme, l'autre plateforme. So it's like, c'est un peu confusing, mais I guess c'est ça qui est le decentralized, right? Tu peux aller dealer avec n'importe quel... C'est ça. As you please, c'est surtout pour laisser le choix soit au créateur du contenu ou à lui qui achète. À son marketplace, c'est ça, de choisir en fait la chaîne qui va être la plus appropriée pour eux. OK. T'as-tu vu des cas des malices, des petites F? Je t'ai envoyé un lien il y a 2 jours à propos d'une plateforme, je pense qu'ils vendaient illégalement des NFT. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Si tu peux expliquer aussi aux gens peut-être. Malheureusement, moi je pense que ça arrive encore trop souvent. C'est sûr et certain que quand on parle d'un marché qui va vite, qui est effervescent, etc., tu vas voir des scams classiques. Puis des scams classiques, ça va être soit comme une image qui est comme une fake image qui va te laisser rentrer tes informations de wallet, puis qu'il va te laisser faire une transaction, puis après ça, next thing you know, c'était pas une vraie plateforme. Ça, c'est un des risques. Il y a aussi, je te dirais, le front-running. C'est le fait que tu aies des gens qui soient associés avec un projet, qu'ils aient accès à des NFT d'avance ou qu'ils les vendent d'avance, etc. Ça, c'est plus un risque au niveau de l'équipe de gestion ou l'équipe de livraison, là. Mais tu vois aussi des risques avec tout simplement des faux NFT, entre guillemets. Il y a un nom pour ça, on appelle ça des fake simile. Donc, vous voyez l'exemple de comme, mais je prends un screenshot, puis il n'y a rien qui m'empêche de le revendre comme NFT. C'est vrai, il n'y a rien qui t'empêche de le revendre comme NFT. Fait que moi, je peux prendre un screenshot d'un CryptoPunk, puis essayer de le revendre comme étant un nouveau CryptoPunk. Forte chance que je me fasse attraper. Pourquoi? Parce que puisque tout est public sur un blockchain, on va pouvoir déterminer que celui que moi j'ai essayé de vendre, c'est un faux. Et je vais me faire attraper, 100%. Donc, c'est un scam qui marcherait, mais qui capitaliserait sur la capacité de la personne de pouvoir le vendre directement, le monétiser, cash out, un exit. Mais c'est inévitable. Cette personne-là va se faire prendre, dépendamment c'est quoi le projet qu'il essaie de copier, là, mais c'est pas quelque chose qui est visualisable. OK. Je voulais rentrer aussi, avant de passer au Patreon, donc pour tous les gens qui sont en train de nous écouter, qui cherchent peut-être d'avoir un ABC un peu de comment faire, vite fait, NFT, comment rentrer, on va prendre les conseils de Amine dans le Patreon. Je voulais qu'on aborde vite fait le sujet des Bored Ape. Yes. On voit beaucoup en ce moment les images de singes et tout. Je sais que c'est beaucoup ça que les gens ils voient. Et on voit, exactement, on voit les Neymar, on voit tous les artistes, Lil Baby, Cardi B. Donc, est-ce que c'est un trend juste parce que les artistes veulent juste dire qu'ils veulent le own? Obviously, il y en a beaucoup là-dedans. Ouais. Mais c'est quoi ce projet-là derrière? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que tu vois là-dedans? Moi, en fait, c'est un des projets, je pense, qui est parmi les mieux construits. Pourquoi? Parce que ça t'accorde quelque chose en plus de l'attribut de collection. Toute chose étant égale par ailleurs, c'est surtout pour l'accès à la communauté. Donc, il y a un prix qui est maintenu, il y a un prix minimum qui est maintenu. Pourquoi? Parce que tu rentres dans la même communauté que Post Malone, Neymar, Meek Mill, Freeze Corleone. Donc, tu sais, tu as le street cred ou le flex de dire, ouais, bon, j'ai ça. Il faut aussi garder en tête qu'il y a d'autres attributs qui viennent pour ceux qui possèdent ces NFTs-là. Je te donne un exemple. Quand on avait fait notre trip dans The Sandbox, il y a beaucoup de terrains qui sont possédés par le Bored Ape Yacht Club. Okay. Donc, en théorie, si tu es un propriétaire, etc., tu pourrais avoir accès à ces venues, tu pourrais avoir accès à quelconque type d'activité qui arriverait là. Il n'y a rien qui empêche le Bored Ape Yacht Club demain de dire, nous, dans telle place dans le monde, on a des
des salles, où on a des shows, où on a des expériences qui sont réservées aux propriétaires de ces NFTs-là. Ils peuvent faire un événement, tous se réunir, puis tu as juste ceux qui ont ça. Exact. Donc, eux, c'est un play qui est surtout axé sur la communauté. Donc, eux, ils voulaient créer, c'est ça. Mais il y a un truc à quoi je pense souvent quand tu vois les Secret Society. Tu sais, tout le monde qui se réunit aux mêmes places, puis après ça, tout le monde porte un masque parce que personne ne sait à qui il parle. Est-ce que c'est à peu près ça? Est-ce que c'est façon de se dire que demain, on va avoir des chillings dans le metaverse, puis tout le monde se cache derrière son Bored Ape, disons, derrière son avatar. Puis peut-être toi, tu es en train de chiller, profiter d'une expérience high-tech sans vraiment les gens s'acheter qui, à part ceux qui... Ouais, that sounds like it to me, man. Parce que moi, je les vois, ceux qui achètent les Bored Ape, souvent, ils ont des attributs qui leur ressemblent. Comme celui de Eminem, il avait un chapeau qui ressemble... Ouais. Donc, le CryptoPunk aussi, je pense, de Jay-Z, il lui ressemble. Donc, est-ce que c'est un peu ça? Ben, c'est sûr et certain que tu vas pas faire exprès de prendre un qui te ressemble vraiment pas. Là. I guess si j'étais pour déterminer c'est quoi que je veux comme étant mon face ou mon front, ça serait ça. C'est sûr et certain qu'il y a une grosse différence entre ces personnalités-là qui ont de la notoriété. Là. Genre, à peu près tout le monde sait Jay-Z il ressemble à quoi. À peu près tout le monde sait Neymar il ressemble à quoi. Fait que le fait qu'ils utilisent ça comme avatar, c'est peut-être plus quelque chose qui va garder dans son air. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les crypto collectibles puis les formats d'avatar justement parce qu'ils veulent garder un certain niveau de confidentialité. Surtout dans l'univers des cryptos. Là. On se rappelle que c'est pas encore c'est pas une industrie qui fait l'unanimité. Ouais. Thank you. Yes, sir. Et puis, il y a certaines personnes dans certaines régions dans le monde qui ont un incitatif à pas comme montrer leur visage, d'où la raison pourquoi que il y a un apport plus grand en utilisant un avatar. C'est cool. Moi, j'avais besoin d'un cahier Canada aujourd'hui, man. That was very, very instructive, man. Qu'est-ce que tu me dis? C'est intéressant. C'est un plaisir. Est-ce que tu as l'intention de peut-être share ton knowledge un peu plus avec les gens? Est-ce que tu vois de l'intérêt? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi, je pense qu'il y a définitivement de l'intérêt. Et mon petit doigt me dit... Qu'il y a des projets qui se préparent. Ça pourrait être dope, man, parce que je pense que la façon que tu expliques les choses, tu les simplifies d'une façon where I get it. Tu sais ce que je veux dire? So I know if I get it, everybody watching is going to get it. You know what I mean? That's what we hope, man. Yes, sir. So, pour tous les gens qui nous écoutent, je vais laisser J7 faire le outro avant de passer au Patreon. Encore une fois, man, merci d'être passé, bro. C'est vraiment dope que tu viennes chiller avec nous, man. Shout out toute la famille Smoke Signals. Shout out Rosemont Rum. You know what we sipping on, man. I mean, on the Patreon, of course. Puis tout le monde qui regarde, man, n'oubliez pas, man, abonnez-vous, like, share, puis bien sûr, abonnez-vous au Patreon, because that's where we're going right now.